Allez, je tire 200. Fric, thune, Pognon. oseille, La moula. risby, Salaire. Honoraire. Prime. Pension de retraite. Livret A. héritage, Assurance vie. Impôt. Déduction. Investir. Bitcoin. Crédit. Intérêt. SCPI, Plan d'épargne action. PER. Travailler, se marier, se paxer ou vivre en union libre, fonder une famille, monter sa boîte, demander un crédit immobilier, se séparer, se remarier, changer de boulot, partir en retraite, hériter, devenir veuve. Autant de grandes étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et son patrimoine ou matrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour fauché, voire spolié. C'est ce que nous vous proposons chaque mois dans ce podcast avec nos expertes invitées. Si ce que vous racontent les experts de la banque et de l'assurance, entre autres, vous paraît obscur, complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. Notre mission, vous aider à bâtir votre indépendance financière, qui est la clé de votre liberté, et vous aider à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous, avec un regard de femme, de conjointe, de mère sur l'argent. Je suis Corinne Goldberger, journaliste, et j'anime ce podcast avec Thierry Ohaillon, gestionnaire de patrimoine et co-auteur de Les filles osons parler argent et l'argent au féminin. Merci à notre partenaire Exant, cabinet de conseil spécialiste de l'investissement dans la silver economy, à découvrir sur exint.fr, exent.fr. Et maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Suivre l'actu économique, comprendre le crédit IMO, bien placer ses sous. Pourquoi c'est toujours aussi compliqué pour les femmes ? Dans cet épisode, on fait le point avec deux invités à l'occasion de la semaine de l'éducation financière qui a lieu cette année du 17 au 23 mars. Un épisode pour capter les bases de l'éducation financière, avec des tips pour mieux gérer son budget et placer son argent. Et aussi, sujet chaud, des conseils pour éviter de se faire arnaquer en ligne par des pirates de plus en plus ingénieux. Bref, un épisode ultra concret pour en finir avec ce sentiment de ne rien comprendre au monde de l'argent et de se faire avoir. Pour en parler, nous recevons Marguerite Collignan, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Puis nous serons avec Anne-Claire Benevaux, qui est entre autres fondatrice de la plateforme d'éducation financière SPAC. Bonjour Marguerite. Bonjour Corinne. Bonjour Thierry, mon co-hôte. Et bonjour Léo, fidèle au poste à la technique. Et merci à notre partenaire Exant, spécialiste de l'investissement dans la silver economy, à découvrir sur exant.fr. Marguerite, la semaine de l'éducation financière en France donc commence dans quelques jours. Alors, qu'est-ce que c'est la semaine de l'éducation financière ? À qui s'adresse-t-elle et qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, la semaine d'éducation financière, c'est un événement annuel. Ça s'inscrit dans la Global Money Week. Donc, c'est la Global Money Week, comme son nom l'indique, la semaine de l'argent. C'est coordonné par l'OCDE dans l'ensemble des pays membres. En France. C'est à l'échelle européenne alors ? C'est à l'échelle internationale. Internationale. L'OCDE, c'est international. Il y a plus de 70 pays membres de l'OCDE. En France, la semaine de l'éducation financière, c'est coordonné par la Banque de France, puisque la Banque de France est l'opérateur national de la stratégie d'éducation financière. Donc, un certain nombre d'événements sur tout le territoire, ateliers de sensibilisation, formation et autres conférences. Et c'est pour quoi faire ? C'est pour sensibiliser l'ensemble des publics, mais en particulier les jeunes, aux notions d'argent, aux notions de budget, aux notions de finances personnelles, comment on gère bien son budget, comment on ne se fait pas arnaquer, combien on devient autonome. Marguerite, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ce qui se passe lors de cette semaine de l'éduc-fi dans les classes notamment ? On a vu par exemple sur YouTube que des classes de CE2 invitent un banquier, souvent c'est des banquières aussi. Alors, de quoi parlent les enfants avec la banquière, le banquier ? Il faut juste savoir un point d'abord, c'est que la stratégie d'éducation financière en France, c'est tout un ensemble de partenaires. On est beaucoup, on est de nombreux acteurs institutionnels qui font de l'éducation financière et heureusement, parce que le sujet est large et les besoins sont vraiment immenses et nombreux. Alors sur l'opération dont vous parlez spécifiquement, ça se passe en primaire. Ça s'appelle J'invite un banquier et c'est organisé par un partenaire de la stratégie qui est la FBF, donc la Fédération bancaire française, voilà, qui a développé comme ça une forme de pédagogie
pédagogie autour du sujet de la banque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un banquier ou une banquière invité qui va dans une classe, il y a un jeu de société en fait que les enfants font en équipe. Ils vont aborder un certain nombre de questions autour de la banque. Alors compte en banque, moyens de paiement, budget évidemment. Et pour avancer, parfois ils doivent s'arrêter parce qu'il y a une notion qu'ils ne comprennent pas. Et ils vont poser la question au banquier qui va leur répondre. C'est quoi une carte de paiement ou c'est quoi un crédit? Alors de manière simple et pédagogique, on s'adresse à des enfants, mais c'est le début de la compréhension de ce qu'ils vont devoir gérer plus tard. Je précise, c'est un jeu collaboratif, on perd tous ou on gagne tous. Très bien. Un thème qui nous est cher d'ailleurs, l'éducation financière Dans ce pour les podcast, enfants, oui, ouais. parce qu'on a fait un épisode consacré à l'argent des jeunes, des enfants, des mineurs, mais en famille. Et là, effectivement, on aborde l'éducation financière en classe, à l'école. Je voulais vous demander aussi pour les collégiens, alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils découvrent lors de cette semaine EducFi? EducFi, évidemment, comme éducation financière. Alors déjà, je tiens à dire que je suis très sensible aussi à la question des mineurs, on va dire, enfin des enfants en général. Vous savez, chez EducFi, on a tendance à dire qu'il faut commencer à parler d'argent dès 7 ans, c'est-à-dire à l'âge à peu près de la petite souris. De la petite souris. Exactement. Et des premières tirelires. C'est les premières tirelires, c'est le premier argent sous l'oreiller, C'est ça va être les sympa. premières gestions. Et Ouais. voilà, on peut commencer à parler d'argent très tôt, alors 7 ans, aux enfants. Alors, au collège, c'est un dispositif qui s'appelle le passeport EducFi. Donc, c'est un dispositif qui est animé par l'Éducation nationale, qui a développé ce dispositif avec le soutien de la Banque de France. Qu'est-ce qui se passe pendant le passeport d'éducation financière? Les élèves de 4e, parce que c'est cette classe-là qui est visée, vont passer avec un enseignant de toutes les matières. C'est l'enseignant qui peut choisir de le faire passer, ce passeport. On va avoir 2 heures de présentation, encore une fois, sur des thématiques finances personnelles très concrètes. Ça, c'est important parce que les jeunes aiment le concret. Nous aussi, hein. Nous aussi. Mais il y a vraiment, encore une fois, moyens de paiement, budget, arnaque, assurance, bref, tout ce qu'ils vont devoir choisir au cours de leur vie en matière de finances personnelles. Ils ont 2 heures de présentation qui sont construits autour d'exemples du quotidien pour que vraiment ils comprennent bien ce qu'il en est. Et c'est suivi d'un quiz pour vérifier, on va dire, les acquis et ce qu'ils ont compris pendant ces 2 heures. Donc, on va leur poser des questions autour de c'est quoi les dépenses essentielles d'un foyer, comment on peut faire des économies, c'est quoi un crédit, on va commencer à aborder des questions de c'est quoi un taux. Oui. Voilà, donc on va vraiment essayer de leur donner, on va dire, les fondamentaux des finances personnelles à ce moment-là. C'est en classe de 4e, parce que c'est un âge qui a été choisi par l'Éducation nationale. Le collège, c'est important, parce que le collège est unique en France, donc on peut toucher quasiment toute une génération quand on déploie une opération au collège. Et puis c'est souvent au collège qu'on a sa première carte de retrait. Tout à fait. Pour assurer l'indépendance financière des enfants qui doivent, par exemple, s'acheter leur goûter sur le chemin. Ou... Tout à fait. Et c'est souvent au collège, et souvent en classe de 4e, on commence l'autonomie à aller tout seul au cinéma. Oui, par exemple. Voilà, oui. à pouvoir sortir le mercredi après-midi avec ses copains. Oui. Donc, il y a cette forme d'autonomie qui commence à s'installer. Donc, l'autonomie financière doit aller de pair. Et donc, cet passeport en classe de 4e, il existe depuis 2020. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants qui profitent de la semaine de l'éducation financière pour le faire passer à leurs élèves à cette occasion. J'ajoute aussi que depuis cette année, on le déploie également, ce passeport EducFi, en lycée professionnel et en classe de seconde. Pourquoi en lycée professionnel? Alors, il est renforcé, évidemment. On va plus loin dans les thématiques que les classes de 4e. On en rajoute d'ailleurs, par exemple, on rajoute la thématique de l'impôt. 4e, on n'est pas encore tout à fait à l'âge où on va se poser des questions sur les impôts. Non, mais je pense qu'ils entendent beaucoup leurs parents en parler des impôts, notamment au moment de la déclaration de revenus. C'est vrai. Bon, en tout cas, en seconde, on peut commencer à se projeter dans... Ou en train de vitupérer devant la télé. C'est vrai. Ou de se dire, mince, c'était d'ici ce soir, faut qu'on se dépêche. Voilà. Ou alors, quand je pense que c'est nous qui payons tout ça. Oui, donc je reviens juste sur le lycée professionnel. Absolument. En fait, lycée professionnel, les élèves vont être rapidement stagiaires avec des allocations. Donc, ils vont avoir apprentis, ils vont avoir des budgets à dépenser, ils vont commencer encore une fois à être vraiment autonomes. Sans compter qu'au lycée professionnel, on a souvent des élèves qui, derrière, vont devenir entrepreneurs. C'est ça. Oui. Artisans, Et donc, voilà, professionnels, exactement. Oui, bien sûr. Donc, il y a tout, ils vont avoir besoin de fondamentaux, encore une fois, d'éducation financière, d'où ce choix d'aller au lycée pro. Donc on a vu que la Banque de France intervient auprès des lycéens et auprès aussi des lycées professionnels pour leur expliquer les instruments de la politique monétaire et les missions de la Banque centrale. Et nous nous sommes dit
que ces connaissances financières-là manquent très souvent aux femmes. Et on peut attester ici dans ce podcast qu'on a rencontré énormément de situations dans lesquelles ces femmes manquaient de ces informations financières. Même quand elles s'intéressent de leur propre épargne, elles pensent à emprunter, elles savent pas ce que c'est qu'un taux directeur et comment il influe sur le taux de crédit que la banque va leur proposer. Donc s'informer, c'est long. Et c'est cher parce que les abonnements éco sont toujours un peu chers. Et on ne sait pas par où commencer. Que faire pour rendre l'information économique plus accessible aux femmes ? Et comme vous savez, j'ai écrit 2 bouquins sur les femmes et l'argent. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, on rencontre des femmes qui sont très très éduquées et qui, malgré tout, ont ce sujet de ces lacunes financières, quoi. Et qui ne savent pas par où commencer. Je trouve qu'il y a 2 volets dans votre question, en fait, qui recouvrent 2 volets de l'éducation financière. On a tendance, nous, un petit peu à séparer. L'éducation financière, c'est 3 grandes thématiques. Très bien. La première, c'est finances personnelles. La deuxième, c'est pédagogie économique. La troisième, c'est gestion financière des entreprises. Je reviendrai peut-être plus tard sur la troisième, mais déjà les 2 premières. Quand on parle épargne et crédit, on va parler finances personnelles. Alors que quand on parle taux d'intérêt, vous parliez mission de la Banque centrale, etc., on va plutôt parler pédagogie économique. Et c'est vrai que c'est 2 modes d'information et de connaissances qui finalement sont quand même un petit peu différents. Ils sont très imbriqués l'un et l'autre. Qui sont intriqués, c'est ça. Disons que l'un permet de mieux comprendre l'autre, mais on va être quand même sur des contenus et des modes d'information qui peuvent différer un peu. Parce que c'est une chose de comprendre un taux d'intérêt directeur, c'en est vraiment une autre de bien choisir son crédit. Son crédit, son banquier, sa solution. Moi, faut être consciente que ce taux directeur a une incidence directe sur le taux de crédit qu'on va obtenir. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, la France entière devrait le quasiment, savoir. et en tout cas, est d'accord avec vous, puisque selon les critères OCDE, l'éducation financière, ce n'est entre guillemets que les finances personnelles. Et c'est bien la France qui a choisi de rajouter à sa stratégie nationale la pédagogie économique, ce qui est au-delà d'un taux directeur. On considère aussi que c'est quasiment un enjeu démocratique. Si on comprend pas les grands fondements économiques, on comprend pas très bien le débat politique. Comme on dit, savoir, c'est le pouvoir. Exact. Et et en économie, chacun est acteur et chaque décision peut compter. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, je voulais juste faire ce petit point. En tout cas, pour bien s'informer, effectivement, l'information, elle est chère. L'information, elle est surtout, aujourd'hui, je dirais presque trop nombreuse. Alors, c'est un peu un problème de richesse d'information, pléthorique, info-obésité, tout ça. On peut avoir du mal à s'y retrouver. On peut avoir du mal surtout à savoir si l'information, elle est bonne, elle est fiable ou pas. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. C'est donc un choix dans la stratégie nationale d'avoir fait des portails à destination alors des femmes, mais pas que, mais en tout cas des femmes, pour pouvoir s'y retrouver justement dans toutes ces informations. Il y en a 2 principaux sur les sujets qu'on a évoqués. Le premier, c'est Mes questions d'argent. Oui. Le second, c'est les ABC de l'éco. Oui. Alors, Mes questions d'argent, c'est un portail, le portail national, en fait, qui va regrouper tous les contenus qu'on considère sur Internet. On donnera les liens dans la description du podcast. Ça va regrouper tous les contenus qui sont certifiés, qui sont labellisés EducFi, et qui vont donner les fondamentaux des finances personnelles. Et par ça, on peut commencer en fait par s'informer comme ça. C'est quoi les critères EducFi ? C'est gratuit, c'est neutre, c'est fiable et c'est accessible. L'accessibilité, c'est important aussi. C'est l'accessibilité par rapport au handicap, mais pas que. C'est aussi parfois envoyer des mots plus simples, moins jargonnés, parce qu'on peut avoir une distance parfois par rapport aux mots employés. Enfin voilà, la neutralité, vous la comprenez. Déjà, ça signifie que vous n'avez pas à un moment à répondre à un questionnaire, à laisser vos coordonnées, et un conseiller va vous rappeler 10 fois s'il le faut pour vous avoir. Alors ça, je dirais que c'est plutôt sur la gratuité, effectivement, parce qu'effectivement, on n'a rien à vendre, en fait. Je vais le dire comme ça. Donc tout est absolument gratuit et il n'y a aucun conseil pour aller investir à tel ou tel endroit ou voilà, il y a aucune démarche commerciale, en fait. Et c'est vraiment important. La neutralité, c'est plus la neutralité par rapport à la neutralité politique. Ça veut dire que tous les contenus labellisés EducFi ne penchent pas d'un côté ou de l'autre, on va dire. On ne se dit pas, tiens, ça c'est ultralibéral, tiens, c'est plutôt d'obédience marxiste. Non, on cherche soit à dire toutes les écoles existantes, parce que la neutralité, c'est aussi donner la multiplicité des points de vue. Soit chercher, et en matière de finances personnelles surtout, le fait, sans y mettre derrière de débats partisans. Donc, ça permet d'avoir un premier accès à l'information de manière, encore une fois, labellisée. C'est bien, ça. On invite nos auditrices et nos auditeurs, on sait qu'on en a, à se rendre sur ces liens pour apprendre plein de choses d'une manière neutre et gratuite. Et encore une fois, donc, on mettra les liens sur la page de présentation du podcast.
Et les ABC de l'éco, voilà, c'est un autre site que vous pouvez aussi trouver. Enfin, c'est sur le site de la Banque de France. Oui. C'est une partie du site de la Banque de France, ABC de l'éco, site qui est très riche en informations économiques, évidemment, mais qui peut parfois être un petit peu complexe, en tout cas pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'économie. Avouons-le, c'est normal. C'est une matière quand même touffue, on va dire. Voilà, la Banque centrale a fait le choix d'avoir comme ça une partie sur son site de contenu plus pédagogique, où on va essayer d'expliquer de manière plus claire, plus accessible au public les différents sujets. Alors, je crois que beaucoup de créatrices d'entreprises artisanales auraient sans doute aimé avoir un minimum d'éducation financière dès le lycée, parce qu'il y a aussi des vocations précoces en matière d'entrepreneuriat. Donc, pour les préparer à leur future vie d'entrepreneuse, pour le moment, donc, comme vous nous l'avez expliqué, seuls les élèves des lycées professionnels ont ce genre de programme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur ce que vous faites à destination des entrepreneurs et des entrepreneuses en matière d'information ? C'est le troisième volet de la stratégie d'éducation financière, c'est la gestion financière des entreprises. C'est le plus récent d'ailleurs. Les 2 premiers volets ont été fondés, on va dire, en 2016. Celui-là a été fondé en 2019. Justement, c'est ce que vous disiez devant le diagnostic et la conviction absolue qu'il y avait trop de défaillances d'entreprises dans les premières années. Oui, c'est énorme. C'est énorme, mais qui était lié à l'ignorance ou à la méconnaissance, on va dire, des fondamentaux de la gestion d'entreprise, trésorerie, bilan comptable, etc. On peut avoir une très bonne idée. Si on ne sait pas du tout gérer l'entreprise, l'idée, elle peut... Sans compter toutes les fausses bonnes idées. Ça, c'est encore autre chose. Nous, on part du principe que c'est une bonne idée. Donc, de la même manière, il y a un portail qui s'appelle Mes questions d'entrepreneur, avec exactement les mêmes critères de neutralité, de gratuité, de fiabilité et d'accessibilité, qui va réunir un certain nombre de contenus de formation, de sensibilisation sur la gestion financière des entreprises. Il est organisé de manière très simple autour de différents moments de la vie d'une entreprise. On la crée, on la développe, on rencontre des difficultés, on investit, et puis on la transmet. Donc, à chaque moment de la vie d'une entreprise, comme ça, on peut retrouver des contenus. J'ajoute qu'il y a énormément de partenaires, de réseaux d'accompagnement des entrepreneurs sur le territoire. Et j'invite vraiment toutes les femmes qui lancent leur entreprise à ne pas rester seules, à absolument se rapprocher d'un réseau d'accompagnement. Ça peut être les chambres consulaires, ça peut être des associations, mais c'est extrêmement important de ne pas rester seul et de se faire bien accompagner à tous les moments. Et d'échanger avec d'autres entrepreneuses, entrepreneurs. Également. Ça permet d'avoir un réseau de pairs, d'échanger sur les difficultés et en fait de se rendre compte que certaines peuvent se résoudre très facilement. Il y a des syndicats d'entrepreneurs, je pense à la CGPME, je pense au MEDEF, je pense à énormément de syndicats interprofessionnels et aussi par catégorie d'industrie. Il faut se rapprocher de ces organisations qui sont très accompagnantes, en tout cas. Alors, au-delà des initiatives de la Banque de France en direction des scolaires, vous réalisez aussi des vidéos qui sont rigolotes d'éducation financière pour les 16-25 ans. La Minute Cash, par exemple. Alors, il y a une vidéo sur la méthode des enveloppes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que la méthode des enveloppes ? La méthode des enveloppes qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Oui, c'est vrai. Les influenceuses Instagram. C'est très relayé sur les réseaux sociaux et cette vidéo en question, la Minute Cash sur la méthode des enveloppes, est une des celles les plus vues de notre série. Alors, la méthode des enveloppes. La méthode des enveloppes, c'est une manière d'établir son budget. Absolument. En fait, vous dites quel poste budgétaire vous avez. J'ai mon loyer, j'ai mes loisirs. Eau, gaz, électricité. Exactement, j'ai mon alimentation. Vous faites autant d'enveloppes. Alors, elles peuvent être physiques, mais elles peuvent être virtuelles. Il vaut mieux qu'elles soient virtuelles, parce que si elles sont physiques... Qui permet de le faire. Il y en a beaucoup qui aiment les enveloppes physiques, justement. Oui, je vois des jolies enveloppes de toutes les couleurs sur Instagram. Vous dites pour chacun des postes quel budget vous voulez mettre. Vous prenez l'argent. Si c'est des enveloppes physiques, liquides. Si c'est des enveloppes virtuelles, c'est comme sur un compte bancaire. On gère ça, voilà. bien sûr. Et on met pour chacun son budget, et par mois, on dépense ce qu'il y a dans l'enveloppe, et pas plus. C'est à l'intérêt, en fait, de réfléchir à son budget en amont, ce qui est toujours très, très important et une très bonne pratique à avoir, de le visualiser. C'est-à-dire qu'elles mettent vraiment du cash, celles qui... Ah oui, elles mettent vraiment du cash dans les... Enfin, comme ça, vraiment quand du cash dans les enveloppes. Quand il n'y a plus de cash, et quand il n'y a plus de cash, c'est limites. que c'est fini. Ça permet de visualiser... Il faut avoir une enveloppe flexible aussi, qui s'appelle les impôts sur le revenu, parce qu'on ne se rend pas compte quand on démarre en début de carrière et quand on a des revenus qui progressent légèrement avec le temps, c'est qu'on passe des paliers fiscaux. Enfin, ça, c'est le grand avantage maintenant du prélèvement à la source, mais ça fait quand même qu'à un moment donné, quand on a des salaires qui augmentent, on a des prélèvements à la source qui augmentent. Et ça perturbe complètement les enveloppes. Mais voilà. En fait, il y a un conseil de base pour faire son budget, c'est de toujours en anticiper, non pas sur un mois, mais sur 12.
de voir toutes les dépenses qui vont arriver et de diviser après par 12. Quand on fait sa méthode des enveloppes, on voit son budget sur une année, en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des charges qui sont mensuelles, mais il y en a qui, effectivement, vont arriver en fin d'année. Il peut y avoir des rattrapages. Et ben c'est exactement ce que etc. je fais. Je lisse sur 12 mois et donc je pratique en fait la méthode des enveloppes à ma façon sans le savoir. Tel Monsieur Jourdain qui faisait de la prose. Moi, dans la Minute Cash, j'ai vu passer un sujet sur les dark patterns. J'aime beaucoup cette expression, dark patterns. Qu'est-ce que c'est, les dark patterns? En fait, en très court, c'est les pièges cachés d'un site internet. Un site commercial, ils ont quelque chose à vendre, alors soit acheter directement, soit s'abonner, etc. Et les dark patterns, c'est vraiment la manière d'y mettre un certain nombre de petits pièges. Ça peut être, par exemple, des options précochées. On va s'abonner à quelque chose, on s'est pas rendu compte qu'il y avait des options payantes en plus qui étaient précochées. Ah oui, c'est tous ces pièges-là, oui. C'est de la manipulation. C'est aussi, on arrive sur un site et là, on nous dit, attention, l'offre finit dans 5 minutes. Ah oui. On panique et on veut absolument avoir son offre absolue, un petit coup de pression. En vrai, si vous rechargez la page, le compteur se remet à jour à chaque fois. D'accord. C'est typiquement aussi le parcours de désabonnement quasiment impossible. Absolument. On n'arrive pas à se désabonner, on finit par lâcher, dire j'en ai marre, ça fait 4 fois que je clique. On connaît tous, on est tous passés par là. Comme entreprise, à chaque fois que vous demandez un cabis, vous tombez sur des sites qui se présentent comme étant gratuits. Donc vous avez besoin d'un cabis pour faire une démarche. Et en fait, quand vous récupérez ce cabis gratuit, vous prenez un abonnement. De sites, bien sûr, qui ne sont pas en France, comme par hasard. Et vous vous retrouvez avec des abonnements de 70-80 € qui passent tous les mois comme ça. Dans la difficulté du chef d'entreprise, justement, puisque on en parle là, aujourd'hui, il y a énormément de dark patterns sur tout ce qui concerne les sites de la gestion d'entreprise. Le dernier que j'ai vu nouveau, c'est pour les consommateurs, pour le coup, sur un site payant. Ils rajoutaient des articles au panier. Ah oui, ça c'est très fréquent, oui. Vous n'avez pas besoin de ci, vous n'avez pas besoin de ça en plus, etc. Il y en a maintenant qui l'ajoutent directement. Ils l'ajoutent directement. C'est à vous d'aller décocher avant de valider. Alors bon conseil, les filles, revoyez toujours votre panier avant de cliquer parce que on vous a peut-être rajouté des choses que vous ne vouliez pas. Alors lors des éditions précédentes de la semaine de l'éducation financière, j'ai vu que la Banque de France a organisé des conférences sur la prévention des arnaques en ligne. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles formes d'arnaques en ligne qui se répandent? Est-ce que certaines visent plus spécifiquement les femmes? Tout le monde a été frappé par l'histoire d'Anne qui a perdu 830 000 € en envoyant de l'argent à un faux Brad Pitt qui était en réalité un brouteur, un de ces escrocs en ligne qui opère à partir de l'Afrique de l'Ouest. Les arnaques en ligne, elles sont partout aujourd'hui. Les plus courantes, celles qu'on voit vraiment exploser. Alors, ça va être tout ce qui est investissement et faux investissement dans les crypto-actifs. Vous savez, vous voyez l'influenceur sur sa voiture qui dit tu veux ma BM, c'est ça, clique là-dessus. Tu veux devenir riche en quelques minutes. Clique là-dessus pour investir. Donc là, on voit vraiment une énorme montée de ces arnaques-là. Également, ce qui monte aujourd'hui, ça c'est relativement récent, c'est tous les arnaques qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Donc, qui vont faire du faux, des fausses images, mais sauf des images où on va vraiment s'y croire. Tellement réaliste, c'est tellement bien fait. C'est tellement réaliste. Ouais, mais c'est qu'ils utilisent le visage de grands banquiers, de grands conseillers, de gens qui sont très connus. Ils les utilisent. Et ces pauvres gens qui ont leur image spoliée, parce qu'en fait, on peut dire ça, se plaignent sur les réseaux, préviennent tout le monde. Mais en fait, ces gens-là qui vont utiliser des méthodes frauduleuses sont quasiment beaucoup plus présents sur les réseaux que la vraie personne. Ah oui, clairement, ils savent très très bien les utiliser et utiliser, en l'occurrence, l'intelligence artificielle. Il y a une arnaque qui est pas nouvelle, mais qu'on revoit poindre le bout de son nez, c'est toutes les faux spams ou les faux virus, et hop, on va être appelé par un centre de traitement, enfin de service après-vente, etc., qui va nous dire vite, il y a un virus sur votre ordinateur, il faut payer tant pour pouvoir qu'on puisse intervenir dessus et pour pouvoir sécuriser vos données. Donc vite, on paye, et puis vite, on est plumé, en fait. Je voulais juste répondre à la question, est-ce que les femmes sont plus ciblées par certains types d'arnaques? Parce que vous avez posé cette question, Corinne, et alors oui, et les femmes sont plus ciblées que les hommes par tout ce qui est arnaque sentimentale. Arnaque sentimentale, ça veut pas forcément dire arnaque amoureuse. Le faux Brad Pitt, en l'occurrence, c'était une arnaque pseudo-amoureuse, on va dire. Mais les arnaques sentimentales, c'est tout ce qui va aller chercher la corde sensible, l'émotion très très forte, la compassion, l'empathie, la pitié.
pour pouvoir prendre en charge quelqu'un. Là, ce qu'on voit fleurir actuellement, c'est un faux militaire en mission. Et qui dit, oui. Le charme de l'uniforme. Ah, le charme de l'uniforme, exactement. Il est loin, il a plus d'argent pour revenir, il vient de faire la guerre. Est-ce qu'on peut avoir un virement ? Virtuellement le sable chaud, comme dans la chanson. Exactement. Et voilà, on tombe dans le piège. Un classique aussi de cette arnaque, c'est le faux veuf ou la fausse veuve. Ah oui ? Les femmes le font aussi, quand même. Tout à fait. Et qui va dire, voilà, je suis seule depuis peu, je vis un deuil terrible, je n'ai plus d'argent pour payer mon loyer, est-ce que vous pouvez m'aider ? Je voudrais juste partager avec vous ici une expérience, c'est que quand les femmes vont rencontrer des professionnels de l'argent et que ces professionnels de l'argent ne sont pas suffisamment empathiques pour les écouter et elles réagissent à l'inverse de ce que le banquier attend. C'est-à-dire qu'en fait, quand elles rencontrent quelqu'un qui n'est pas empathique et qui a un langage beaucoup trop professionnel, un langage beaucoup trop fermé, alors à leur tour, elles ont peur, elles ont pas confiance et en tout cas, elles se referment sur elles-mêmes et c'est pour ça que dans de nombreuses situations, les femmes ne réagissent pas comme les hommes sur les sujets de l'argent. En fait, elles réagissent en se protégeant. L'autre sujet sur Minute Cash, c'est l'allocation longue durée. Donc, on découvre que maintenant, on peut avoir une location longue durée pour de l'électroménager. Je ne savais pas que ça existait. Enfin bon, j'avais entendu parler de la longue durée sur les grands équipements informatiques. Et on découvre maintenant qu'avec un lave-linge, avec un lave-vaisselle ou bien une bicyclette, on peut faire de la location longue durée. Mais alors pourquoi il faut être vigilant avec cette location longue durée ? C'est vrai pour toutes les offres commerciales. Il y a un conseil de base à donner, à avoir toujours en tête, c'est qu'il faut toujours comparer toutes les offres et faire attention aux détails dans le contrat. La location longue durée, ça peut être extrêmement bien, pratique, c'est agile, il y a des garanties d'entretien qui peuvent être très très bien. On peut avoir toujours le dernier appareil, donc tout fonctionne très bien chez soi, etc. Ça peut être bien, mais il faut vérifier un certain nombre de choses. Le principal, c'est la durée du contrat. Parfois, en fait, on signe un contrat et puis on se rend compte que, au final, la somme qu'on aura payée chaque mois sur la durée du contrat, ça va être beaucoup plus que le prix d'achat qu'on aurait eu si on avait acheté son appareil. En ce sens-là, ça a sans doute beaucoup moins de sens. Le deuxième, c'est les garanties de comment on se résilie. Parce que on signe et puis un jour on veut résilier et on se rend compte, comme souvent les contrats sont longs, que l'addition est très très salée quand on veut résilier. Donc il faut pas, voilà, faut en avoir conscience. Oui, dans tous les cas, faut penser, faut anticiper, faut savoir faut savoir dans quoi on s'engage. Et ça, je crois que c'est vraiment toujours les choses et vraiment toujours lire les petites lignes du contrat, garantie, vérifier qu'il n'y a pas des sommes cachées, assurance, vérifier qu'il n'y a pas des sommes cachées. Tout ce qui fait monter l'addition. Tout ce qui fait monter l'addition. Je reviens aux arnaques. Dans vos conférences, vous mettez en garde contre les faux conseillers bancaires et le spoofing. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne cette arnaque et pourquoi ça marche bien sur les victimes ? Et j'aimerais bien savoir aussi comment on est ciblé par ce type d'arnaque. C'est du vol de données ? Ça se passe comment ? C'est totalement du vol de données. Oui. C'est-à-dire que vous avez communiqué vos données à un endroit qui n'a pas été sécurisé. Alors, vos données ont été volées, on a lié à la banque et puis quelqu'un vous appelle, vous voyez que c'est un numéro de téléphone de votre banque, d'accord ? Parce qu'ils ont une technique qui permet de rendre visible le fait que ce soit le numéro de votre banque. On dit, c'est votre conseiller, voilà, il se passe des virements un peu bizarres sur votre compte. Donc vite, il faut qu'on agisse, sinon vous risquez de tout perdre. Donc redonnez-moi vite vos codes pour que je puisse bloquer tout, pour que je puisse intervenir dessus. Donc nous on est en confiance, c'est pour ça que ça marche sur la victime. C'est le bon numéro. Et il se présente très très bien. C'est ça. Donc on va dire oui. Et alors il y a quelque chose de très important là-dedans. Qu'est-ce que vous avez écouté ? Ce que je dis, vite. En fait, on nous met dans l'urgence. On nous met agis tout de suite. Parce que sinon, il va y avoir un gros problème sur ton compte. Je crois que c'est le mot-clé, c'est l'urgence. Exactement. En fait, l'urgence, ça nous empêche de réfléchir. Tous. On fonctionne tous de la même manière. Si votre banque vous appelle, en vous mettant la pression, il y a un loup, il y a quelque chose. Exactement. Alors, jamais un banquier ne demandera un code par téléphone. Jamais. Ça ne peut pas arriver. Donc, s'il demande un code, il faut raccrocher. C'est pas lui. Hier soir, il y avait un reportage très intéressant sur Arte autour de l'éducation financière, de l'argent, peu importe. Et en fait, on racontait un peu la double peine. Madame rentre dans un couple et elle va s'occuper des enfants. Elle va pas pouvoir prolonger sa carrière. Elle va permettre à son mari de prolonger sa carrière et elle va être pénalisée dans le temps. Ça, c'est des choses sur lesquelles on n'insiste pas assez. Il y a des pays maintenant en Europe où ils font très attention à ces sujets parce qu'en fait,
ces femmes qui permettent le développement de la société dans laquelle elles sont, alors qu'elles sont des actrices positives de la société dans laquelle elles vivent, elles sont, d'un autre côté, spoliées par le statut dans lequel elles sont. Et en fait, pour moi, il y a deux choses principales. La première, c'est que en matière de connaissances financières, les femmes sont moins sachantes que les hommes. Ou en tout cas, disent qu'elles sont moins sachantes que les hommes. Ce qui peut être deux choses un petit peu différentes. Et pourquoi il y a beaucoup d'explications. La principale, c'est que c'est culturel. Et qu'on apprend plus aux petits garçons que petites filles à gérer l'argent. Et d'ailleurs, je partage avec vous cette information qui, moi, me fait toujours tomber les bras. C'est qu'aujourd'hui encore, en moyenne, les petits garçons ont plus d'argent de poche que les petites filles. J'ai entendu ce matin. Et donc, on leur apprend plus à tôt, gérer. Donc, ça commence, les inégalités, les inégalités culturelles commencent culturelles. Je poursuis dans ce que vous dites. Je rencontre, dans le cadre de mes activités, des femmes qui ont des fonctions financières dans leur entreprise, qui ont des responsabilités stratégiques financières, et quand vient le moment de parler de leur argent personnel, elles changent de statut et de connaissance. Encore une fois, c'est un sujet culturel. Et la culture, ça va prendre du temps à changer. Il faut en avoir conscience. En revanche, on peut le faire aussi. Et donc, pour le coup, l'éducation financière, le fait de démystifier l'argent aussi, ça, c'est un gros sujet culturel, de pouvoir en parler largement. Encore une fois, d'en parler aux petites filles, aux jeunes filles. Puisque comme ça commence tôt, comme le dit Corinne, on peut aussi avoir des actions positives tôt. Je crois que c'est vraiment prioritaire. Sur le sujet culturel, si je prends la partie entrepreneur, nous par exemple, côté gestion financière entreprise, qu'elle je parlais, il y a un axe spécifique pour les femmes entrepreneurs. C'est dans le cadre du plan Tous égales et tous égaux du plan interministériel français. Il y a un volet sur l'égalité professionnelle et économique. On peut trouver des infos sur le site de la Banque de France là-dessus ? Vous pouvez trouver des infos sur mes questions d'entrepreneur. Mes questions d'entrepreneur. Dessus. Vous pouvez trouver des infos sur mes questions d'entrepreneur. Et en fait, pourquoi c'est important ? Et c'est quasiment un sujet culturel, encore une fois. Oui, c'est qu'une femme qui lance son entreprise, elle se sent moins légitime à aller demander des financements. Absolument. Elle se sent moins légitime à aller demander un accompagnement bancaire. C'est un phénomène connu. Une femme qui va voir un business angel, par exemple, demande moins qu'un homme. Alors maintenant, la nouvelle mode, c'est que les femmes vont chercher de l'argent et elles amènent un pseudo-associé ou un pseudo-partenaire, de sorte qu'il y a un homme autour de la table pour détendre les investisseurs. C'était dans le sujet d'hier soir, entre autres. Il ne faudrait pas que cette pratique se développe trop, à mon avis. C'est absurde. Au contraire, ça entretient une idée. Actuellement aussi, on travaille... j'ai pas encore les résultats, mais on peut avoir les préventions. On travaille sur une étude. C'est est-ce que si le banquier est une banquière, est-ce que pour le coup, elle va inciter la femme, l'entrepreneur en face, à demander plus, l'accompagner différemment, on va dire. A priori, la réponse est oui. Oui, moi je pense que la réponse est oui aussi. Ça, c'est vraiment sur le volet culturel. Après, effectivement, vous avez parlé des femmes qui, quand elles rentrent dans un foyer, s'installent avec quelqu'un, vont vivre leur vie, leur carrière, leur autonomie financière, en fait, de manière différente. Et là, si on pousse le sujet qui est réel, en fait, il y a des violences économiques conjugales. On va aller pousser les choses jusqu'aux violences économiques conjugales. Et violences économiques, ça veut dire la femme n'a pas d'autonomie financière. Absolument. À partir du moment où elle arrête de travailler parce qu'il y a des enfants à la maison, elles deviennent d'un seul coup incitées à s'arrêter par son conjoint. Dépendantes, et elles ont plus leur libre arbitre de décider si elles continuent pas dans ce coup. Et si elles sont victimes de violences, comme elles n'ont pas d'autonomie financière, elles ne peuvent pas partir de chez elles. On considère qu'il y a 40% de femmes qui voudraient partir de leur foyer, mais qui n'en ont pas les moyens. C'est abominable. C'est terrible. Alors, il y a un certain nombre d'actions qu'on peut faire, encore une fois, et le principal, c'est l'éducation financière. Pour apprendre à quel point l'autonomie financière est à conserver tout au long de ta vie. L'autonomie financière, c'est la clé de l'indépendance des femmes tout court. Et on continue à parler d'éducation financière avec Anne-Claire Benevaux, fondatrice de la plateforme d'éducation financière SPAC. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Corinne. Et mon complice et co de ce podcast, Thierry, a dû nous quitter, mais il vous salue Anne-Claire. Alors, on parle encore budget. L'éducation financière, ça commence évidemment par la gestion de son propre argent et du budget de la famille. D'après un sondage que vous avez réalisé sur la gestion du budget du foyer, moins d'un tiers des répondants jugent maîtriser très bien le budget de leur foyer. Est-ce que vous avez des chiffres concernant précisément les femmes et évidemment, est-ce que vous pouvez nous les commenter ?
Alors oui, j'ai des chiffres récents à vous partager puisqu'on vient de publier notre baromètre, donc l'actualisation du baromètre. Et ce qu'on voit, c'est que nous, Français, on est 60% à demander à avoir accès à une meilleure information économique et financière. Et on constate que l'écart entre les hommes et les femmes est en train de se réduire progressivement, ce qui est Tant plutôt mieux, une c'est bonne nouvelle. oui. Parce que sur les différentes études qu'on a pu lire, et même les nôtres, dans le cadre du baromètre, on était à 10 points d'écart en général avec les messieurs. Et là, le gap commence à se réduire un peu. Les femmes sont 65% aujourd'hui à demander à avoir un accès plus favorisé à un accompagnement en matière d'éducation financière. On verra comment après, d'ailleurs, on rentrera dans les détails. Oui. Et sur la gestion du budget, on a posé la question, on voulait savoir justement qui, au sein du couple, quand les décisions étaient prises seules ou à deux, intervenait. Et là, on constate encore un décalage, une dépendance de ces dames au conjoint, au compagnon, en l'occurrence, sur la prise de décision, parce que on voit que quand les décisions sont prises par un seul membre du couple, c'est encore les hommes qui sont devant les femmes avec 10 points d'écart. Et quand les décisions sont prises à deux, on voit que c'est plutôt les femmes qui ont besoin de l'aide de leur compagnon pour prendre les décisions. Et on parle encore budget. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de la règle des 50-30-20 ? C'est une méthode de gestion budgétaire qui propose de répartir ses revenus de la manière suivante. Je pense que vous connaissez, mais peut-être pas nos auditrices. Alors, 50-30-20, ça veut dire 50% consacrés aux dépenses essentielles, c'est-à-dire le logement, la nourriture, les transports, les assurances. 30% dédiés aux dépenses personnelles et aux loisirs. Et 20% réservés à l'épargne et aux investissements. Qu'est-ce que vous en pensez de cette répartition ? Alors, je trouve que c'est une bonne chose. Je la relais souvent parce qu'on a parfois, on a souvent d'ailleurs des questions sur quels sont vos conseils pour épargner, commencer à épargner. Donc, c'est bien d'avoir des règles du jeu quelque part. Ça aide à préciser les choses. Maintenant, les règles c'est bien, mais il faut pas oublier quand même que on n'est pas tous égaux face à l'argent et face à l'épargne. On n'est pas toutes pareilles. Voilà, et que malheureusement, pas mal d'entre nous n'avons même pas la possibilité d'épargner et que les fins de mois sont difficiles pour au moins un Français sur deux. Sur un an, c'est au moins une fois à découvert. Donc l'épargne, c'est aussi pour certains l'épargne contrainte. Et dans ces cas-là, quand on n'a vraiment pas d'argent, le conseil que je donne, c'est de faire une épargne contrainte, c'est-à-dire que dès qu'on reçoit son revenu ou son salaire, mettre un tout petit peu de côté, se contraindre à mettre un tout petit peu de côté sur un compte d'épargne pour essayer de constituer une épargne de précaution. Au moins l'épargne de précaution, parce que je lis souvent sur les réseaux sociaux, quelle épargne de précaution ? Moi, j'ai même pas la possibilité, il me reste même pas de quoi mettre 10 € à la fin du mois en épargne de précaution, ou alors quand j'y arrive, ça part tellement vite. C'est pour ça que c'est important d'utiliser des outils maintenant proposés par les banques qui vous permettent d'automatiser l'épargne. Alors ça peut être des tout petits montants, mais déjà ça permet d'avoir ce réflexe. C'est transparent pour vous et bon voilà, c'est une première étape, disons. Et puis bien sûr, la deuxième, c'est de faire la chasse aux dépenses inutiles. Alors ça, c'est pas toujours facile, mais des achats d'impulsion, les petits plaisirs, parfois. Ne serait-ce que les abonnements, on a souvent des abonnements via son téléphone à des applis dont finalement on se dit mais je m'en sers pas. Il y a des solutions pour justement vous aider à mieux gérer vos budgets et parfois à faire un peu le ménage dans tous ces abonnements. Alors je sais pas si je peux citer des marques ici, mais il y a des acteurs comme Paper.Nest qui permettent d'analyser ces dépenses et de faire ce tri et de vous aider même à choisir d'autres partenaires. Alors, selon le nouveau baromètre SPAC, 6 Français sur 10 déclarent avoir besoin d'informations de la part de leur banquier ou conseiller pour prendre des décisions financières éclairées. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on a commencé à en parler. Et donc, un chiffre qui atteint 65% chez les femmes. Comment est-ce que vous analysez cet écart genré alors que les études montrent parallèlement une sous-estimation persistante des compétences financières féminines ? Et je me demandais d'ailleurs, quelles compétences ? Est-ce qu'elles ont des compétences sous-estimées, par exemple, sur les placements hors livret réglementés, en bourse, en ETF, en SCPI, en compte à terme, etc. Alors, il y a plein de choses à dire sur la question des femmes. La première, c'est qu'on peut rappeler quand même que les femmes ont une indépendance bancaire toute récente. En fait, les 60 ans cette année de compte bancaire. Voilà. Et donc, il faut rappeler qu'il y a 60 ans, on n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire quand on était marié. Il fallait l'autorisation du mari. On a fait un peu de chemin quand même. Voilà, on a fait un peu de chemin. Pour autant, il y a quand même un chiffre qui inquiète beaucoup. On voit qu'il y a 23% des femmes qui sont en couple qui n'ont pas de compte personnel, qui n'ont pas de compte individuel, encore aujourd'hui. Et ça, des femmes qui travaillent ? Alors, des femmes, alors j'ai pas forcément plus de détails à vous partager là maintenant. On
on pourra en discuter. Oui. Mais on est 23% à avoir encore une dépendance finalement à un conjoint. Et ça, c'est très important d'inviter vos auditeurs, vos auditrices surtout, Oui. à faciliter l'accès au compte individuel. Alors pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une certaine indépendance. Et puis, bien sûr, si on a un désaccord, ça peut arriver, voire même une séparation. Chacun chez soi, on a constitué son épargne de précaution. Et on peut mettre les voiles. Alors, on peut mettre les voiles. Et ça, vous avez raison de le rappeler, parce qu'on parle de violence économique. Et pour un tiers des femmes qui subissent des violences économiques, le fait de ne pas disposer d'un compte individuel, c'est un frein à la fuite, en fait, à la sécurité. Donc, ça devient un sujet vraiment important. Ce qui me donne l'occasion aussi de rappeler le 3919. Vous connaissez peut-être ce numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Voilà, vous en avez peut-être déjà parlé dans l'émission, mais c'est important de le rappeler. Si vous subissez ou si vous avez autour de vous quelqu'un qui subit des violences économiques, vous pouvez appeler ce numéro et vous serez accompagné. 3919, on le répète. Alors, quand elles cherchent où investir, les femmes sont réputées avoir une plus forte aversion au risque que les hommes, à leur détriment, évidemment, parce que la conséquence, c'est qu'elles peuvent ainsi passer à côté de rendements intéressants. Et je me demandais d'où vient cette hyper-prudence. Bon, à part les facteurs culturels qu'on a évoqués, est-ce qu'il y a la peur de perdre de l'argent durement gagné, ou alors le respect, par exemple, d'un argent qu'elles n'ont pas gagné elles-mêmes et qui a été transmis par l'héritage de leurs parents? Est-ce que c'est le désir d'avoir le plus d'argent possible pour leur retraite et leurs enfants et dans des placements prudents? Quels sont en fait les placements où leur prudence se retourne le plus contre elles? Je pensais par exemple à l'assurance vie, où les femmes demandent à souscrire au profil le plus prudent et le plus facile à comprendre d'ailleurs, et à n'investir que dans des fonds euros. Alors, vous avez raison de rappeler qu'on est encore très prudentes, nous les femmes, dans nos décisions d'investissement. Alors, il y a plusieurs facteurs. On sait qu'on gagne moins que les messieurs. On est sur différentes études entre 10 et 24% d'écart de salaire. Donc, c'est important de rappeler quand même qu'on n'a pas les mêmes moyens que nos confrères. Au-delà de ça, il y a une autre problématique, c'est que culturellement, on avait plutôt des représentations masculines dans l'investissement. C'était un truc de mec, quoi. Investir, voilà, c'était monsieur qui décidait de un passe-temps masculin. Voilà, et puis ça, c'est vraiment image aussi. Enfin, dans toute la représentation, les films, la culture, c'était un truc destiné aux hommes. C'était les traders, hommes, la bourse. Et c'était les messieurs, les économistes. C'était forcément des mecs en costume cravate. Et donc c'était un sujet qui n'était pas féminisé quelque part. Exactement. Alors heureusement, on voit que les choses sont en train de bouger très très vite, et notamment chez les plus jeunes d'entre nous. Pour autant, aujourd'hui, on est encore à 30% seulement de femmes investisseurs dits actifs, c'est-à-dire qui a passé au moins un ordre achat ou vente en bourse dans l'année. Donc on est très 30%. très loin du compte. Voilà, 30%, c'est 30%. Très peu. Ce qu'il faut dire, parce qu'il y a quand même une bonne chose dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que celles qui investissent, alors généralement elles le font tard, la moyenne d'âge c'est 60 ans, c'est très tard. Ah bon? On commence à investir à 60 ans? Alors c'est la moyenne. En s'approchant de la retraite, les enfants sont grands. On a un peu plus de temps aussi, parce que c'est aussi un sujet, évidemment. On a hérité, à 60 ans. Peut-être qu'on a un petit pécule, quelque part. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il faut dire que quand les femmes se lancent, quand elles investissent, elles obtiennent des performances au moins aussi bonnes que les messieurs. Parfois même meilleures. Donc, mesdames, n'ayez plus peur, allez-y, vous pouvez commencer. Et un rappel, on diversifie. Allez les filles. Et justement, je faisais allusion à l'héritage. Il y a une question que se posent souvent les femmes. Elles se disent, je viens d'hériter de, mettons, 50 000 euros, 100 000 euros, 300 000 euros, etc. Mais je ne sais pas où placer cet argent. Comment choisir, ne serait-ce qu'une assurance vie parmi toutes celles du marché, ou bien investir en actions ou dans d'autres produits financiers ou dans l'immobilier locatif quand on n'y connaît rien, mais qu'on a quand même une somme conséquente qui nous est arrivée et qui pète le plafond du livret A, évidemment, et même du LDD si on ajoute tout ça. Donc pour la novice, ça demande de mener quasiment une enquête journalistique, parce qu'il faut décrypter des palmarès annuels, il faut éplucher des sites arides spécialisés. La finance, c'est très complexe. Et les femmes, les mères en particulier, elles n'ont pas le temps, elles, de dénicher l'info et d'alourdir leur charge mentale. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, Anne-Claire, pour aider les femmes à faire des choix éclairés ? Alors déjà, il faut évidemment se former, s'informer, et ça passe par un auto-investissement dans ce sujet. Donc effectivement, on n'a pas le temps, pour autant il faut le prendre un petit peu quand même déjà pour s'éduquer, s'informer. Il n'y a pas de secret, il faut le prendre. Voilà, donc et puis c'est un investissement, comme on dit, donc ça sera pas perdu. Et puis surtout, il faut rappeler quand même que on a autour de nous des partenaires financiers, que ce soit notre banquier, notre assureur, dont c'est le travail, dont c'est le métier,
et qui connaissent ces sujets et qui connaissent aussi les règles et qui vont vous aider à évaluer votre profil de risque. Parce que vous l'avez dit, on est souvent très prudente, mais grâce à un questionnaire qui va leur permettre d'évaluer vos connaissances et puis aussi votre capacité à investir en fonction des montants, il va pouvoir, ce conseiller, vous orienter dans vos choix. Après, effectivement, on a parlé de l'assurance vie, c'est une très bonne option parce que ça a une fiscalité qui est avantageuse après 8 ans de détention. Et même si on dit que cet argent est un peu plus bloqué que sur un livret d'épargne réglementé, il y a la possibilité de faire des rachats partiels pour certaines raisons, donc ça reste relativement disponible. Et alors, vous parlez des conseils de la banque, mais qu'est-ce que vous répondez à une femme qui vous dirait « moi, comme j'y connais rien, je ne me casse pas la tête, je fais tous mes placements à ma banque. Assurance vie, PEA, PER, tout chez ma banque. » Mais même quand on délègue tout à sa banque, il y a tout de même des choix à faire. Par exemple, on vous demande gestion active ou pilotée, sans compter la fiscalité qui varie selon la date de souscription d'une assurance vie et où la fiscalité qui va avec est complètement obscure. Tiens, je vous donne un exemple qui est personnel. Vous êtes en train de faire votre déclaration de revenus en ligne. Vous avez une assurance vie. Vous avez fait un rachat partiel pour vous offrir des super vacances. Un message apparaît. Attention, vous devez obligatoirement répartir le montant pré-rempli de UU entre les cases de VV et ou de WW et /ou de RC et /ou de RD. Non mais combien de femmes comprennent ce qui est demandé à propos de cette répartition et savent comment donc répartir le mouvement réparti et le plus drôle, c'est qu'elles peuvent pas continuer à remplir. Moi, j'ai fait cette expérience. On peut pas continuer à remplir la déclaration de revenus si on n'a pas répondu à cette question. Donc c'est là où on voit que c'est très complexe. Alors, en effet, c'est complexe. En plus, on nous avertit pas toujours au moment où on ouvre le compte. Maintenant, si on a fait appel à un conseiller, à une vraie personne, il est aussi là pour vous accompagner sur la gestion fiscale de votre contrat d'assurance vie. Si on a fait les choses en autonomie via une banque en ligne ou un courtier en ligne, par exemple, effectivement, il faut un peu plus se débrouiller tout seul. Maintenant, quand on en est à investir une somme d'argent importante, il y a un sujet de fiscalité, on en a parlé, oui, justement. Et ça, il faut vraiment bien l'analyser en fonction de votre contexte de vie. Si vous êtes seul, si vous êtes entrepreneur, si vous avez une famille recomposée, la fiscalité, elle évolue aussi en fonction de la situation, de votre famille. Donc c'est important, et c'est pas réservé d'ailleurs qu'à des revenus ou des patrimoines au-delà d'1 million d'euros, de tenter de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'ils sont là pour vous aider et pas forcément commissionnés d'ailleurs. Ça, c'est un bon conseil à donner. Oui. Certains vont vous aider sans être commissionnés sur les produits qu'ils vont vous proposer. Donc vous pouvez leur poser la question. Indépendance par rapport aux produits. Exactement. Une question un peu d'actualité. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait de nombreuses épargnantes qui ont un livret A, un LDDS, un LEP, livret d'épargne populaire, une assurance vie, qui disent qu'elles craignent pour leur épargne parce que l'État, qui est surendetté, cherche des milliards pour réarmer la France en raison des menaces de la Russie et du désengagement de Donald Trump vis-à-vis de l'OTAN. Et ces épargnantes, elles craignent que l'État ponctionne leur épargne et certaines se demandent même s'il faut retirer leur épargne et acheter de l'or. Qu'est-ce que vous leur répondez, Anne-Claire ? Alors déjà, je vais vous dire de ne paniquer pas. Évidemment, on en discute, mais on n'en est pas là encore. Voilà. L'État a la possibilité effectivement de mobiliser des ressources financières. Et j'oserais dire c'est quand même heureux si nous étions dans une situation critique où on a besoin d'investir pour se protéger. Donc c'est normal aussi quelque part de participer et partager pour un effort de guerre, c'est notre protection. Maintenant, il y a une contrepartie, c'est-à-dire que si on prête de l'argent, si l'État se permet de vous proposer par exemple une obligation d'État pour un effort de guerre, c'est une décision de votre part que d'investir dans une obligation d'État pour laquelle vous pourrez attendre de revoir votre argent. Ensuite, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'effectivement sur l'assurance vie, il est possible de bloquer, de geler les fonds, les avoirs qui sont sur les contrats d'assurance vie. Oui. Donc l'État peut prendre cette décision, mais ça c'est dans le cas où vraiment il y a une crise et où finalement tout le monde récupérer ses avoirs, l'effet bank run comme on dit, où ça peut être dangereux pour notre santé économique et dans ces cas-là, l'État peut décider de geler temporairement, en tout cas certains avoirs. Éviter la panique générale et que tout le monde retire ses ça peut être problématique pour nos marchés, effectivement. Ces fonds en même temps. J'ai entendu parler de l'idée, ce serait peut-être éventuellement de flécher une partie des fonds du livret A, par exemple, pour que ces fonds soient redirigés plutôt vers des entreprises d'armement plutôt que le logement social.
Oui, en effet. par exemple. Ça peut être ce type de décision. Effectivement, alors aujourd'hui, c'est décider d'investir dans des secteurs un peu particuliers. C'est pas vraiment dans l'air du temps. C'est pas dans l'air du non. temps. Effectivement, c'est pas très à la mode avec tous les sujets de finances durables. Même si, bon, on voit ces derniers mois un désintérêt, malheureusement, pour ces questions de finances durables. Alors que, bon, il faut rappeler quand même l'importance de ce sujet. Mais on a d'autres priorités. Bon, et ça, voilà, il faut aussi savoir, encore une fois, faire cet effort de solidarité pour soutenir nos armées et ceux qui nous défendent. Là, je voudrais qu'on parle un petit peu des connaissances basiques des femmes sur le crédit immobilier. Taux fixe, taux révisable, TEG, rachat de crédit en cas de divorce. Est-ce que les primo-accédantes, les femmes qui achètent ou qui revendent un bien immobilier pour la première fois, est-ce qu'elles comprennent vraiment les différentes formules de prêt et leurs conséquences pour leurs finances personnelles? Ou bien est-ce qu'elles ont tendance à signer un petit peu les yeux fermés parce que, par exemple, elles peuvent avoir des lacunes sur le crédit, elles peuvent avoir peur de passer pour un peu idiote face à des banquiers qui sont parfois peu pédagogues. Elles peuvent avoir le sentiment d'être perdues face à tous les acteurs du marché, assurance emprunteur comprise. Ou alors elles ont une sorte de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'elles se disent « Ah, trop bien, j'ai enfin trouvé un banquier qui est prêt à me faire crédit. Je ne vais pas en plus étaler mon ignorance et poser des questions qui montrent qu'on peut me raconter n'importe quoi. » Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que c'est des sujets complexes de toute façon, la finance, et qu'il est difficile de tout maîtriser, de tout comprendre. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est important de s'informer, de se former autant que possible. Et il y a de plus en plus d'initiatives, je pense notamment à notre partenariat avec Monabank, on a mis en place un programme pédagogique où on explique justement de manière très accessible, voire décalée, ces concepts-là, le fonctionnement du taux d'intérêt, etc. Bon, pour autant, on n'est pas les seuls à pas tout comprendre, hein. Les messieurs aussi sont parfois un peu désœuvrés face à tous ces sujets. On a parlé de l'assurance emprunteur, etc. Bon, le banquier... Pas trop de complexe, souvent les hommes n'en savent pas plus que les femmes. Voilà, donc déjà, bon, on est 60% des Français à avoir besoin d'accompagnement, il faut le rappeler. Donc il y a aussi des messieurs dans cette population-là. Et il y a pas... La défiance déjà vis-à-vis des banques, elle a beaucoup baissé. Il y a une confiance maintenant qui s'est réinstaurée, et depuis la pandémie d'ailleurs, parce qu'on a pu voir à quel point le système bancaire nous a permis d'être soutenus, notamment grâce au PGE, etc. en France. Donc il y a un rapport à la banque et aux conseillers qui a évolué. Ces professionnels, ils sont là pas pour nous arnaquer, pas pour nous mentir, ils sont là pour nous aider à investir dans l'économie, à investir dans l'immobilier. Donc faisons-leur confiance, ce sont des professionnels, et je rappellerai que ces métiers-là sont encadrés et réglementés, donc ils peuvent pas vous raconter n'importe quoi, donc ne vous inquiétez pas. Faut peut-être pas trop psychoter, comme on dit. Alors, une question que je me posais, pour s'informer sur l'actualité financière et s'éduquer financièrement, la moitié des Français s'informent auprès de leurs partenaires financiers et 14% s'informent auprès des médias digitaux, vidéos, réseaux sociaux. Ce chiffre monte à 31% chez les moins de 35 ans. Alors, il y a beaucoup de jeunes femmes qui suivent des influenceuses financières. Est-ce que vous les mettez en garde pour qu'elles gardent leur esprit critique face aux offres et aux conseils donnés sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram? Et d'ailleurs, si vous avez des statistiques sur l'information des femmes, notamment sur les réseaux sociaux, je suis preneuse. Alors oui, attention aux réseaux sociaux, attention aux influenceurs, influenceuses. Tout le monde n'est pas capable, on vient de le dire, on maîtrise difficilement ces sujets-là, donc tout le monde n'est pas capable de parler correctement de finances et d'économie. Il y a eu un engouement pour ces sujets sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. On parle de finfluenceurs. Donc, d'une certaine façon, on peut s'en réjouir parce que quelque part, ça prouve que les moins de 35 s'approprient les outils de leur génération pour parler de finances. Et ça, c'est plutôt heureux parce que je dirais que le tabou est en train de sauter. On parle plus facilement de finances, de ces problématiques d'argent, que ce soit pour les hommes et les femmes. Donc ça, c'est en train de justement nous aider à réduire ce gap entre les hommes et les femmes sur les questions financières. Bon, ça, c'est pour voir le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs. Il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs. Donc vigilance. On le dit souvent, mais il faut le répéter. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Donc c'est pas vrai. Voilà. Si vous n'avez pas un gros pécule, ni un gros patrimoine, si on vous propose des formations pour devenir riche en 3 mois, évidemment, moyennant finance, il y a peu de chances que vous deveniez vous-même très riche en si peu de temps.
Donc, restez prudent avec ces promesses. Vous venez de parler des cryptoactifs qui, effectivement, sont des produits qui ont suscité beaucoup d'intérêt, et notamment chez les plus jeunes. Ça a commencé avec la pandémie. On avait du temps, il y avait beaucoup de liquidités disponibles à ce moment-là. Et puis aussi un marketing assez efficace de la part des plateformes crypto sur les réseaux sociaux. Donc, ça a attiré beaucoup de gens, et notamment les plus jeunes. Vigilance aussi, les cryptoactifs, c'est un peu le Far West. Grosse volatilité, ça monte, ça descend très fort. Là, le Bitcoin est monté super haut parce que il y a eu les élections américaines, et Donald Trump est très copain avec Elon Musk et la cryptosphère. Peut-être un peu moins en ce moment. Voilà, ça a un peu changé effectivement ces dernières semaines. Il s'est un peu calmé. Voilà. Mais voilà, c'est les montagnes russes, donc faut avoir le cœur bien accroché. Si vous avez du temps pour regarder ça toute la journée, c'est très bien. Si vous n'avez pas prudence, et n'investissez surtout pas tout votre argent sur ce type d'investissement. Il faut diversifier. Il y a d'autres choses à faire. On met pas tous ses œufs dans le même panier. panier, comme disaient nos grands-mères. Voilà. Un très bon conseil. Voilà, il faut écouter sa grand-mère. On écoute mamie. Vous avez publié un petit manuel d'éducation financière. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On peut l'acheter en librairie ? Alors, on peut le trouver en librairie, sinon on peut le commander évidemment en ligne. Petit manuel d'éducation financière, on parle d'économie, donc tous ces concepts dont on entend parler dans les médias, inflation, pouvoir d'achat, etc. On revient sur ces sujets en expliquant de manière très simple de quoi il s'agit. On donne des exemples, et on a ajouté un petit quiz et des QR codes pour accéder à des vidéos pour permettre à chacun de s'informer. Donc économie et finance. Je dis souvent que malheureusement on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc mon objectif avec ce manuel, c'était de donner un premier vernis, des premiers mots-clés, si vous voulez, autour des produits financiers. Donc on a parlé de l'assurance vie tout à l'heure, les cryptoactifs, les ETF. Il y a plein de choses disponibles. On a réexpliqué chacun des produits, les possibilités, les risques associés aussi, pour que chacun puisse avoir les premières bases pour commencer à mieux comprendre les questions économiques et financières. Ben super, on va aller voir ça. Et pour terminer, une question qu'on a aussi posée à Marguerite Collignan de la Banque de France, donc pour les créatrices d'entreprises. Les femmes ont créé 1/3 des entreprises immatriculées en 2023. 1/3 seulement, c'est peu par rapport aux hommes. Quels conseils vous leur donneriez pour être mieux informées, entourées avant de se lancer pendant leur vie d'entrepreneuse ? Alors, je salue déjà Marguerite. C'est très heureux qu'on ait abordé ce sujet-là, parce qu'effectivement, on n'est pas assez nombreuses. Moi-même, je suis entrepreneur, et on n'est pas assez nombreuses. Alors, je vous invite, pour celles qui ont des ambitions d'entrepreneuriat ou des projets déjà un peu lancés, qu'elles ont besoin de faire évoluer, à consulter le site des Premières, qui est un réseau de soutien de l'entrepreneuriat au féminin et mixte. C'est important de le souligner. Les Premières, elles sont présentes partout en France métropolitaine et aussi dans les territoires ultramarins. Et c'est un incubateur. Elles proposent des formations et elles vous accompagnent en fonction du niveau de maturité de votre projet, pour vous aider à le développer, pour trouver des financements, savoir bien s'adresser à son banquier. Donc c'est aussi un réseau qui permet d'avoir un réseau, donc de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, soit très avancés, soit comme vous, dans la situation de la création. Donc c'est vraiment un bon conseil à donner que de rejoindre un réseau comme les Premières, et il y en a plein d'autres. Mais c'est super ça. Et donc on répète où on les trouve, les Premières ? Alors les Premières, on les trouve un peu partout. Elles ont des représentations dans toutes les régions, à la fois sur les territoires ultramarins et en France métropolitaine. Et il y a un site, évidemment. Site internet, oui, bien sûr. Le réseau Les Premières. Elles sont aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter, et sinon je saurais vous aider à les trouver. Bon, écoutez, allez voir les filles. Je vous invite aussi à consulter des podcasts d'information vérifiés, proposés soit par des journalistes experts, comme celui qui m'invite aujourd'hui. Voilà, et merci pour ça. Il y a de plus en plus de ressources pertinentes autour de ces sujets, donc Parlons Cash. Vous pouvez aussi consulter le site de SPAC et notre newsletter qui est gratuite, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et on recommande régulièrement des sources d'informations et des ressources vérifiées, donc n'hésitez pas à nous consulter. Merci Anne-Claire. Merci Corinne. Et c'est la fin de cet épisode sur l'éducation financière. Merci à Marguerite Collignan et à Anne-Claire Benevaux d'avoir participé à cet épisode. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs pour leur fidélité. On espère que vous avez appris plein de choses sur la méthode des enveloppes, les dark patterns, le spoofing, et que vous avez des pistes pour mieux vous informer. Merci encore à notre partenaire Exant, spécialiste de l'investissement dans la silver economy, à découvrir sur exant.fr.
Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube. Parlez-en à vos copines, vos collègues, votre mère. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires enthousiastes et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a coécrits. Les filles, osons parler argent chez Duno et aussi L'argent au féminin aux éditions Edux. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram Argent Parlons Cash les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.